L'étrange odeur. Après mon divorce, j'avais soif de renouveau, de liberté, d'un nouveau départ. Emménager dans ce logement devait marquer le début d'une vie plus sereine, un refuge où je pourrais enfin me reconstruire. Mais très vite, l'atmosphère a changé. Des événements troublants, inexplicables, ont commencé à se manifester, transformant mon havre de paix en un lieu d'angoisse. Ce que j'y ai découvert a bouleversé ma réalité. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette période de ma vie qui m'a hanté bien plus que je ne l'aurais imaginé. Je m'appelle Stéphane et en 2016, ma vie a pris un tournant difficile. Ma femme et moi avons pris la douloureuse décision de nous séparer. Pour notre fils de 3 ans, nous avons trouvé un arrangement. Elle me laisserait sa garde et en échange, je ne lui demanderai aucune pension alimentaire. Après le divorce, j'ai dû retourner vivre chez ma mère, qui partageait son foyer avec mon frère aîné et ma belle-sœur. Cette situation, bien que réconfortante, n'était qu'un passage obligé. Je voulais reconstruire ma vie, offrir un vrai foyer à mon fils. Ma mère, toujours présente et aimante, avait décidé de me suivre pour m'aider à l'élever. Mais trouver un logement s'est avéré plus compliqué que prévu. Pendant 1 an, j'ai cherché, scruté les annonces, espérant dénicher un endroit abordable où je pourrais commencer une nouvelle vie sans me noyer sous les dépenses. Mais rien. Jusqu'au jour où un ami, Vincent, m'a parlé d'une opportunité inespérée. Sa tante Janine, une femme âgée et en fauteuil roulant, avait quitté sa maison depuis 2 ans pour vivre en établissement médicalisé. Sa demeure, laissée à l'abandon, était disponible. Et elle acceptait de me la louer pour seulement 350 € par mois, à condition que je m'en occupe bien. Le week-end suivant, ma mère et moi sommes allés visiter la maison. C'était une vieille bâtisse, simple mais pleine de charme, avec 2 chambres, un sous-sol et un petit jardin. Tout semblait en ordre. Les meubles étaient encore là, figés dans le temps, comme si la maison n'attendait que nous pour retrouver une âme. Après notre installation, ma mère souhaitait acheter un grand congélateur à installer au sous-sol, afin d'éviter de faire les courses trop souvent. Mais avant cela, nous devions d'abord nettoyer cet endroit, ce sous-sol, car une odeur insupportable y régnait. Un mélange nauséabond de moisissures et de pourriture qui nous prenait à la gorge dès qu'on ouvrait la porte. Pendant tout un week-end, ma mère et moi nous sommes attelés à la tâche, frottant, aérant, dégageant chaque recoin pour tenter de venir à bout de cette odeur dérangeante. Après ce grand nettoyage, l'air semble enfin respirable. Nous pensions en avoir fini, mais 1 mois plus tard, l'odeur était revenue, plus forte, plus insoutenable encore, comme si quelque chose de caché pourrissait dans l'ombre. Ne supportant plus cette puanteur inexplicable, ma mère et moi avons décidé de descendre inspecter les lieux. Nous avons fouillé chaque coin du sous-sol, passé les murs en revue, cherché des traces d'humidité, un animal mort, n'importe quoi qui aurait pu être à l'origine de cette pestilence. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Tout semblait intact. Pourtant, cette odeur, elle, était bien réelle. Quelques semaines plus tard, un week-end comme les autres, mon frère et ma belle-sœur nous confièrent leurs 2 enfants pour la journée. Ce jour-là, je devais m'absenter pour une course, laissant ma mère s'occuper du potager derrière la maison, tout en surveillant les enfants qui jouaient joyeusement au ballon dans le jardin. En fin d'après-midi, alors qu'elle les appela pour rentrer, elle ne trouva que les 2 enfants de mon frère. Eden, mon fils, avait disparu. Affolée, elle le chercha partout, appelant son nom, et c'est en ouvrant la porte du sous-sol qu'elle le trouva. Là, debout dans l'ombre, Eden était figé face à un mur, murmurant doucement. Il parlait, mais à qui? Eden, pourquoi ne joues-tu pas avec tes cousins? Avec qui parles-tu? Lui demanda ma mère, troublée. Il se retourna lentement vers elle et répondit d'un ton innocent. « Mamie, je parle avec le monsieur dans le mur. Il dit qu'il est le croque-mitaine. » Un frisson glacé parcourut l'échine de ma mère. Elle scruta le mur que son petit doigt tendu désignait. Mais il n'y avait rien, rien d'autre que des briques. « Eden, de quel monsieur tu parles ?» demanda-t-elle d'une pointe d'inquiétude dans la voix. « Mamie, le croque-mitaine a dit qu'il a besoin d'aide. » Cette fois,
Un mauvais pressentiment s'empara d'elle. Refusant d'en entendre davantage, elle attrapa Eden par la main et l'entraîna à l'extérieur, refermant précipitamment la porte derrière elle. Le week-end suivant, mon frère déposa à nouveau ses enfants chez moi pour jouer avec Eden. La journée se déroula normalement, rythmée par les rires et les jeux insouciants des enfants. Mais ce soir-là, lorsque ma belle-sœur vint récupérer ses petits, sa fille aînée s'approcha d'elle avec un air sérieux et lui confia « Maman, tu sais, Eden a vu le croque-mitaine dans le sous-sol. » Ma belle-sœur fronça les sourcils, intriguée. « Ah bon? Eden a vu le croque-mitaine? »« Oui, il m'a dit qu'il lui a même parlé. Il m'a emmené le voir, mais je n'ai vu personne. Peut-être que le croque-mitaine ne m'aime pas, maman. » Un silence gênant s'installa. Ma mère, tentant de désamorcer la situation, s'empressa de rassurer tout le monde. « Oh, tu sais, Eden a beaucoup d'imagination. Il adore inventer des histoires. » Ma belle-sœur se tourna alors vers Eden et lui demanda doucement. « Eden, alors comme ça, tu as vu le croque-mitaine? Tu sais qu'ils sont très méchants, il ne faut pas leur parler. » Eden haussa les épaules, comme si tout cela était une évidence. « Oui, je sais, papa et maman m'ont dit de ne pas parler au monstre. Mais lui, c'est un gentil monsieur. Il m'a demandé de l'aider, mais je sais pas comment faire. » Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Tout le monde sourit, persuadé qu'Eden s'inventait un ami imaginaire. Les jours passaient, et peu à peu, l'atmosphère dans la maison devint plus lourde, plus oppressante. Des événements étranges commencèrent à se produire, des choses que nous ne pouvions plus ignorer. Un soir, alors que j'étais en déplacement, ma mère veillait seule après avoir couché Eden. Pour passer le temps, elle avait appelé une amie et discutait tranquillement au téléphone, lorsqu'un bruit l'arracha à la conversation. Un bourdonnement sourd, un vrombissement familier, le son d'une machine en marche. Son cœur se serra, ce bruit venait du sous-sol. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. La machine à laver, elle était pourtant éteinte. Hésitante, elle s'approcha de la porte du sous-sol, le téléphone toujours collé à l'oreille. D'une main tremblante, elle tourna la poignée et ouvrit doucement. En bas, dans l'obscurité, le son résonnait clairement. La machine à laver fonctionnait toute seule. Ma mère demanda à son amie. « Dis-moi, est-ce que ta machine s'est déjà mise en marche toute seule? » « Bien sûr que non. À moins qu'elle ne soit programmée, c'est impossible. Pourquoi? » Ma mère avala difficilement sa salive. « Parce que celle du sous-sol tourne toute seule, alors que personne ne l'a allumée. » Un silence s'installa. Son amie ne savait pas quoi répondre. « Tu devrais descendre voir. » Mais ma mère n'osait pas. Une peur sourde lui nouait l'estomac. Pourtant, après un moment d'hésitation, elle raccrocha et se força à rassembler son courage. Elle devait descendre. Mais au moment où elle posa la main sur la rambarde de l'escalier, un autre bruit la fit sursauter. Un claquement sec métallique. Elle le reconnut immédiatement. C'était le congélateur. C'était exactement le bruit qu'il faisait lorsqu'on l'ouvrait. Cette fois, la panique prit le dessus. Son souffle se coupa, son cœur s'emballa. Quelqu'un ou quelque chose était en bas. Elle tourna les talons et s'élança dans le couloir, le sang glacé par la peur. En quelques secondes, elle était dans sa chambre, refermant la porte derrière elle comme un bouclier invisible. Tremblante, elle se glissa auprès d'Eden, endormit paisiblement, et resta ainsi, immobile, le cœur battant jusqu'au matin. Le lendemain soir, à mon retour, elle me raconta tout, les bruits, la machine, le congélateur. Son angoisse était palpable. Elle me supplia d'aller vérifier. Je descendis au sous-sol, chaque marche grinçant sous mon poids, mon regard fouillant chaque recoin. Mais tout était normal. La machine était éteinte, le congélateur bien fermé. Rien ne semblait avoir bougé. Le week-end venu, ma mère était partie chez mon frère pour la journée, me laissant seule à la maison avec Eden. Tout semblait paisible. Assis dans le salon, je discutais tranquillement au téléphone
avec une jeune femme que je venais de rencontrer, profitant du calme, jusqu'à ce qu'un bruit sec me fit sursauter. Un claquement métallique, distinct, familier. Le congélateur du sous-sol venait de s'ouvrir. Mon cœur rata un battement. Lentement, mon regard se tourna vers la porte du sous-sol, comme si j'allais y voir quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'Eden prit la parole d'une voix innocente, mais étrangement assurée. « Papa, c'est le croque-mitaine. Il a besoin d'aide. Mais mamie et toi, vous ne voulez pas m'écouter. » Je raccrochai aussitôt, une étrange sensation montant en moi. Je m'agenouillai à la hauteur de mon fils, tentant de garder mon calme. « Eden, ce croque-mitaine, il est méchant ou gentil ?» Ses yeux s'illuminèrent d'une conviction sincère. « Papa, il m'a juste dit de l'appeler croque-mitaine, mais c'est un gentil monsieur. Il a dit qu'il a besoin d'aide. » Mon estomac se noua. « Comment sais-tu qu'il a besoin d'aide ?» Eden fronça les sourcils, agacé par mon incrédulité. « Mais parce que il est dans le mur. Il m'a tendu les bras pour que je l'aide, mais je suis trop petit, je n'y arrive pas. Je lui ai dit que je demanderais à toi et à mamie, mais vous ne voulez pas me croire. » Un frisson glacé remonta le long de ma nuque. L'inquiétude se mêlait au doute. Voulant apaiser mon fils, je lui promis qu'on irait aider ce monsieur dès le lendemain. Mais Eden secoua la tête, soudain paniqué. « Non, papa, il faut l'aider tout de suite, parce que le croque-mitaine vient me voir chaque nuit. » Mon cœur se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il baissa les yeux, triturant nerveusement le bas de son t-shirt avant d'avouer dans un murmure. « Chaque nuit, pendant que tu dors, il vient ouvrir la porte de la chambre et me fait signe de le suivre. » Mon souffle se coupa net, parce que c'était vrai. Il y a bien des nuits où je me réveillais en sursaut, réalisant qu'Eden n'était plus à mes côtés. Et chaque fois, je le retrouvais seul, assis dans le salon, en train de jouer en silence. Je lui avais toujours demandé pourquoi il se levait ainsi, et il m'avait simplement répondu qu'il n'arrivait pas à dormir. Mais cette fois, il m'avoua ce que je n'étais pas prêt à entendre. « C'est le monsieur, c'est lui qui me réveille pour jouer avec lui. » Un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Depuis ce jour, je n'étais plus tranquille. Chaque chose clochait dans cette maison, et les paroles d'Eden ne cessaient de tourner en boucle dans mon esprit. Et puis, il y avait ces bruits, ces pas dans la nuit, ces légers grincements, comme si quelqu'un se promenait dans la maison quand tout le monde dormait. Je voulais croire que ce n'était que mon imagination. Je voulais me convaincre qu'il n'y avait rien d'anormal. Les jours passaient, et avec l'arrivée de l'été, l'odeur nauséabonde dans la maison devenait de plus en plus insoutenable. Une lourdeur invisible pesait sur nous, imprégnant l'air d'une présence oppressante. Puis, ma mère tomba gravement malade. Une toux incessante la tourmentait jour et nuit, l'épuisant peu à peu. Inquiet, je la menai chez le médecin. Après l'avoir examinée, il fronça les sourcils et me posa une série de questions sur notre logement. Y a-t-il de l'humidité chez vous? De la moisissure? Une infiltration d'eau quelque part? Je restai perplexe. J'avais bien remarqué cette odeur étrange, mais je n'avais vu ni moisissure, ni humidité apparente. Pourtant, quelque chose dans cette maison semblait ronger la santé de ma mère. Le médecin conclut que son état pouvait être lié à l'environnement et recommanda un changement temporaire de logement. Ma mère n'eut d'autre choix que de retourner vivre chez mon frère. Puis vint le mois d'août. Une semaine entière d'intempéries s'abattit sur la ville. Pluie battante, vent violent, orage incessant. Une nuit, un violent coup de tonnerre éclata, suivi d'une coupure d'électricité. La maison fut plongée dans l'obscurité. Sans courant et incapable de conserver nos aliments, je pris la décision de vider le congélateur et de tout emmener chez mon frère. Eden et moi nous réfugiâmes chez lui, le temps que la situation revienne à la normale. 2 jours plus tard, en revenant du travail, je décidai de passer voir la maison. Peut-être que l'électricité avait été rétablie.
Dès que j'ouvris la porte d'entrée, une odeur immonde m'assaillit, plus forte que jamais. Mon estomac se retourna. Quelque chose n'allait pas. D'un pas hésitant, je me dirigeai vers la porte du sous-sol et l'ouvris lentement. Mon cœur se serra. L'eau avait infiltré la maison. Le sous-sol était complètement inondé, englouti sous 10 à 15 centimètres d'eau stagnante. L'odeur qui s'en dégageait était insupportable. Un mélange nauséabond de moisie, de pourriture et de quelque chose d'indéfinissable. Sous le choc de l'état de la maison, je décidai d'appeler mon ami Vincent pour qu'il prévienne sa tante Janine. Il fallait qu'elle sache ce qui était arrivé à sa demeure. Le lendemain, Vincent se rendit sur place pour constater les dégâts. L'odeur, l'humidité, l'eau stagnante, tout confirmait qu'une intervention urgente était nécessaire. Il contacta immédiatement une société pour entamer les réparations. En attendant, je n'avais pas d'autre choix que de rester chez mon frère, espérant pouvoir revenir une fois les travaux terminés. Mais quelques jours plus tard, alors que je passais devant la maison, mon cœur s'arrêta net. Des voitures de police étaient stationnées devant. Un frisson me parcourut l'échine. Que se passait-il? Je me précipitai pour appeler Vincent, qui répondit d'une voix grave. Il hésita, cherchant visiblement ses mots, avant de me dire qu'il n'était plus possible pour moi de revenir dans la maison. Je devais trouver un autre logement. Vincent prit une profonde inspiration avant de me révéler l'impensable. Pendant les travaux, les ouvriers avaient découvert un réfrigérateur dissimulé dans un mur du sous-sol. Curieux, il avait forcé, et à l'intérieur, il y avait un cadavre. Le corps en décomposition de Roger, le mari de Janine. J'étais pétrifié. Vincent continua, la voix tremblante. Roger avait disparu il y a des années. À l'époque, il avait rencontré une autre femme et comptait quitter Janine pour refaire sa vie avec elle. Il était chauffeur routier et un jour, son camion a été retrouvé abandonné sur une aire d'autoroute. Lui, en revanche, était introuvable. Depuis ce jour, il était officiellement porté disparu. Lors de sa disparition, Janine était en voyage. Elle avait donc un alibi en béton, et personne ne l'a jamais soupçonné. Elle a dû payer des complices. Il marqua une pause, puis ajouta que la police vient de l'arrêter. Quand ils lui ont passé les menottes, elle a éclaté de rire. Elle a juste dit que de toute façon, elle était vieille et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre et qu'elle s'en fichait d'être condamnée. Une vague de frissons parcourut alors tout mon corps. Je restai silencieux, incapable de prononcer un mot. Quand je racontai tout cela à ma famille, le puzzle s'assembla d'un coup. Cette odeur immonde, c'était le cadavre de Roger. Roger avait été là, piégé, enseveli derrière ces murs. Son corps exhalant une détresse que nous avions ignorée trop longtemps. Et une autre question me glaça. Roger était-il alors ce monsieur avec qui Eden parlait? Aujourd'hui, ma mère, mon fils et moi avons trouvé refuge dans un petit appartement, loin de cette maison qui a marqué nos esprits à jamais. Pourtant, malgré la distance, son ombre plane encore sur moi. Certaines nuits, je me réveille en sursaut, le cœur battant, persuadé d'entendre à nouveau ce grincement sourd venant de sous-sol, cette odeur persistante qui s'infiltrait dans chaque recoin, et la voix d'Eden murmurant qu'un monsieur avait besoin d'aide. Quant à Janine, elle n'a pas supporté son propre fardeau. Peu de temps après son incarcération, elle s'est donné la mort dans sa cellule, emportant avec elle les secrets qu'elle avait si longtemps enfuis derrière ses murs. Était-ce de la culpabilité ou simplement l'ultime provocation d'une femme qui n'avait plus rien à perdre? Cette histoire m'a appris une chose. Certaines vérités finissent toujours par refaire surface, peu importe combien de temps elles ont été enterrées. Peut-être que Roger n'avait jamais disparu, peut-être qu'il attendait simplement qu'enfin quelqu'un l'écoute. Et aujourd'hui encore, je me demande si nous avions tendu l'oreille plus tôt, aurions-nous pu le libérer plus tôt de son silence